Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo et comme d'habitude, on va faire l'analyse fondamentale de cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend dans le calendrier économique en termes de chiffres économiques? Qu'est-ce qui peut nous intéresser, nous qui tradons le Forex? On va parcourir un peu le calendrier et parler un peu de tout ça. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors on commence tout de suite avec le lundi 14. Le lundi 14, on n'a pas grand-chose dans le calendrier économique. D'ailleurs, au Japon, aux États-Unis, au Canada, on a des congés de banque et donc généralement dans ces journées-là, quand il y a peu de liquidité sur les marchés, on a tendance à avoir des mouvements de prix assez bizarres. Soit il y a peu de liquidité ou même s'il y a des mouvements, ça peut être très violent dans un sens ou dans un autre parce qu'il peut ne pas y avoir de réponse en face, vous voyez. Et donc dans ces journées-là, faut faire très attention. Mais on a quand même des prises de parole des membres de la Fed. On a Kashkari et Waller qui vont s'exprimer aujourd'hui. Et donc c'est toujours intéressant. Ça, je ne le sais de le répéter. C'est toujours intéressant d'écouter ce que les uns et les autres ont à dire pour essayer de voir quel ton ils adoptent en termes de politique monétaire. Est-ce qu'ils ont switché, vous voyez. Et donc, c'est à travers eux, le suivi quotidien, c'est à travers leurs propos que nous, on fait nos analyses, tout simplement. Et donc, c'est très intéressant de suivre ça. Ensuite, aujourd'hui, je voulais revenir sur la Chine. Ce week-end, on avait annonce de la Chine, du côté de la Chine. Et donc, c'était plutôt quelque chose d'attendu. Les marchés attendaient ça. Ça a eu lieu pendant ce week-end. C'était tellement attendu. Le marché attendait des chiffres concrets en termes de stimulus venant de la Chine, mais on ne les a pas eu. On n'a pas eu de chiffres concrets. Ils sont restés assez vagues, vous voyez. Et donc, quand on a eu, ça c'était pendant le week-end, quand on a eu l'ouverture des marchés, bah, il y a eu des gaps sur les actifs chinois et des actifs qui sont liés aussi à l'actualité en Chine, tout simplement, notamment les matières premières. On a eu des gaps baissiers. Et donc, on pouvait s'attendre à ce que ça soit décevant pour les marchés. C'est le cas, on a eu des gaps baissiers à l'ouverture des marchés. Mais très vite, on a vu que ces gaps ont été comblés. Le prix est resté plutôt stable. Ça, c'est le Hang Seng, c'est un indice chinois. Et donc, pourquoi est-ce que la baisse n'a pas continué? Alors, mon analyse, c'est quoi? C'est que suite à cette grosse montée-là, on a vu quand même qu'il y a une sacrée correction. Et donc, la correction est plutôt légitime par rapport à la montée qu'on a eue. Et donc, c'est vrai que on s'attendait à des chiffres concrets, mais on n'a pas eu de chiffres, au fait, durant cette conférence-là. Et donc, on pouvait conclure que le marché allait être déçu. Donc, à l'ouverture, on a eu des gaps. Mais on a vu que la baisse n'a pas continué. Pourquoi? Selon moi, c'est parce que la correction était déjà assez violente. Et donc, quand je regarde tout ça, pour moi, je trouve qu'il y a encore du potentiel haussier. Et donc, je suis rentré ce matin. Voilà. J'ai mis mon SL assez court. Ça, c'est vraiment une position avec un petit risque. Sur cette position-là, le risque a été divisé par 4. Vous voyez. Et donc, c'est vraiment une position avec un petit risque. Et tout à l'heure dans la journée, il y a Kexin qui a sorti cette nouvelle. La Kexin, c'est un organisme privé en Chine qui donne un peu les statistiques en Chine. Et donc, il disait que la Chine pourrait émettre 6 milliards de yuan d'obligations du trésor pour soutenir son économie. Et donc, tout ça, ça rentre en ligne du package de mesures que la Chine est en train de prendre pour soutenir son économie. À cette annonce-là, voilà, on a eu cette hausse-là, cette bougie haussière sur le Hang Seng et le dollar australien est parti à la hausse, de la néo-zélandais, etc. Alors que sur la session, c'était plutôt compliqué. Et donc, cette nouvelle est sortie plutôt positive pour mon trade. Et donc, je vais la laisser couler tout simplement avec vraiment un petit risque. Et donc, ça, c'était un petit retour sur la Chine. Ensuite, le mardi, demain, 15 octobre, qu'est-ce qu'on a? On commence très tôt à 6 heures GMT avec les chiffres d'emploi en Grande-Bretagne. Alors, ces chiffres d'emploi seront très, très intéressants. Vous savez, mon style de trading, c'est d'étudier ces événements-là, ces actualités économiques-là, pour vraiment creuser sur ça, pour ensuite sortir des chiffres qui peuvent nous apporter des déviations, pour ensuite se positionner. Donc, puisque c'est très tôt, demain à 6 heures, ces chiffres ont déjà été étudiés. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Qu'est-ce que j'attends personnellement pour me positionner? Et donc, je vais vous montrer un exemple de comment est-ce que ça se passe. Moi aussi, je voulais souligner que cela sera courant. On va le faire dans la communauté privée des futurs membres de la formation qui va bientôt sortir. Et lorsqu'il y aura des chiffres importants comme ça dans le calendrier économique, de temps en temps, il y aura une vidéo en amont pour voir comment est-ce qu'on peut se positionner, comment est-ce que les membres pourront se positionner après ces chiffres-là. Parce que moi, je les étudie, c'est pour me positionner en scalping sur le court terme, en tant que trader d'événements risqués. Mais cette analyse est aussi valable pour se positionner après ou même pendant. C'est-à-dire que si vous regardez que vous voyez que ces chiffres sortent en ligne avec ces chiffres qu'on a déterminés, bon, vous pouvez rentrer et vous positionner à long terme en swing, par exemple, en day trading, tout simplement. Et donc, on va faire un exemple tout à l'heure. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec le taux de chômage ici, unemployment rate. Et donc, on va revenir le 3 octobre. Le 3 octobre, on a vu que il y a eu le gouverneur de la Banque centrale, M. Bailey, qui est sorti. Il a fait une sortie plutôt inattendue. C'était inattendu. Il a donné une interview à un journal The Guardian. L'interview au complet, je vous invite à aller sur le site The Guardian. C'est l'interview qui est là. Ça donne un peu plus de détails sur ce qui s'est dit. C'est lui qui est là, monsieur Bailey. Je vais laisser le lien en description de cette vidéo. Et donc, dans cette interview, qu'est-ce qui a été dit? Il a dit qu'il voit la possibilité d'une baisse de taux plus agressive en Grande-Bretagne. Et donc, automatiquement, quand il a dit ça,
j'étais pas devant mes graphiques, c'était à 6 heures et quelques. Et donc après, quand je suis venu, bah, la livre avait déjà chuté. C'était plutôt les propos d'Ovich. Vous voyez? Donc la livre avait chuté, moi je suis rentré, un peu plus tard là, avec une position de day trading ici. Et donc selon lui, il voit que il y a possibilité qu'on baisse plus les taux en Grande-Bretagne. Je vous rappelle que présentement, le marché est ultra haussier sur la livre. On va expliquer ça tout à l'heure. Après, il a dit que la BOE pourrait devenir un peu plus activiste sur les baisses de taux s'il y a de nouvelles bonnes nouvelles sur l'inflation. En fait, ce genre de propos-là, ça nous donne plus d'indications pour étudier ensuite les événements économiques qui vont arriver, pour mieux se positionner, en fait, vous voyez. Et donc, on fait très attention à ce genre de propos-là. Et donc, une fois qu'on sait ça, on sait que le gouverneur, il commence à prendre plutôt une tournure dovish. C'était pas le cas si vous suivez un peu l'actualité sur la livre. C'était pas le cas du tout avant. Ça, c'est l'indice de la livre. Vous voyez, ses propos étaient quelque part ici. On a eu ce gros gap là. C'est lui qui a causé ça, tout simplement. Et donc après, bah, la livre est partie continuer à la baisse. Mais la livre reste quand même assez élevée. Regardez d'où on vient. Vous voyez, on ne faisait que monter, monter. Le marché était ultra haussier sur la livre. Normalement, quand on est haussier comme ça sur une devise, ça veut dire que en termes de chiffres économiques, dans ce pays-là, ça va bien, tout va bien. Les chiffres économiques se prennent à la hausse. Par exemple, les chiffres d'inflation, les chiffres d'indice de production, l'emploi, ça se passe bien. Vous voyez, et donc il y a des justifications pour prendre ça à la hausse. Les chiffres de croissance aussi, vous voyez. Mais quand on regarde le saisie, en fait, lui, il englobe tout ça. Il va il va nous donner un peu la tendance des chiffres dans un pays. Et donc, en Grande-Bretagne, on voit que ça fait quelque temps que ces chiffres-là sont à la baisse. Vous voyez. Et donc, fondamentalement, je trouvais que c'était pas juste de se positionner à l'achat sur la livre. Et donc, moi, j'attendais juste des catalyseurs pour prendre ça à la baisse. Vous voyez. Et ces catalyseurs sont en train d'arriver petit à petit. Quand on regarde ici positionnellement, ici ce graphique-là montre positionnellement où est-ce qu'on en est sur la livre. Vous voyez qu'on est toujours en position sur acheter ici, malgré les commentaires que le gouverneur de la Banque centrale a fait. On est toujours ici. On aurait plutôt espéré que le marché débloque un peu plus encore position acheteuse sur la livre pour peut-être se retrouver, pour peut-être être un peu plus bas ici, oui, mais c'est pas le cas. On a baissé, mais regardez, la livre est toujours surachetée ici. Ensuite, même quand on regarde positionnellement au niveau des devises, on voit que il est toujours parmi les devises les plus surachetées ici. C'est la quatrième ici. Si on regarde aussi au niveau du marché, qu'est-ce qu'il a déjà pricé dans la livre? Vous voyez ici que malgré que le gouverneur est sorti avec des propos plutôt dovish, on voit qu'au niveau des taux d'intérêt, lors de la prochaine réunion le 7 novembre, le marché ne price toujours pas pleinement les 25 points de base. Encore moins pour la réunion de décembre 15. Vous voyez, les probabilités ici ne sont pas à 100%. C'est 100% ici quand on a 25 points de base. Donc, vous voyez qu'il y a encore de la marge pour pricer totalement les 25 points de base ici de baisse lors de la prochaine réunion de la Banque centrale de Grande-Bretagne. Et donc, si on commence à pricer pleinement les 25 points de base, la livre va à la baisse. Vous voyez qu'on est plutôt bien positionné fondamentalement pour vendre de la livre. Si on a des catalyseurs qui arrivent, ces catalyseurs-là, ça peut être ces chiffres d'emploi qu'on a ici. Et on a aussi des chiffres d'inflation ici. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. On les aura le 16. On va en parler un peu plus tard. Et donc, les catalyseurs, ce sont les données économiques, tout simplement. S'ils sortent en ligne avec ce qu'on attend, pour faire baisser la livre, eh ben, ça peut être très violent. Parce qu'ici, les meilleures opportunités en termes de ratio, risque et gain, c'est à la baisse. Fondamentalement, c'est correct de prendre ça à la baisse, mais il faut juste maintenant attendre des catalyseurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut espérer au niveau de ces chiffres d'emploi pour se positionner à la baisse sur la livre? Et donc, vous comprenez que, bien évidemment, si ces chiffres-là sortent à la hausse, moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'acheter de la livre. Mais quand même, quand on étudie, on met quand même les 2 scénarios. Le scénario Dovish qu'on a que je privilégie, le scénario Aokish, vous voyez? Et donc, ça ne veut pas dire que si on a un scénario Aokish, si ces chiffres-là sortent plutôt solides, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réaction. Mais selon mon analyse fondamentale, je ne vais pas acheter de la livre, et donc je ne vais pas rentrer. Donc, je vais plutôt privilégier, le scénario Dovish, ces chiffres-là à la baisse pour me positionner sur la livre. Mais ces chiffres-là doivent sortir en ligne avec ce que j'attends, et donc c'est pour ça qu'on étudie ces éléments-là. Donc, je vais vous faire un exemple ici avec le taux de chômage ici. On voit que ici, taux de chômage est à 4,1. Ici, le marché s'attend à ce que ça ne bouge pas à 4,1. Et donc, on va regarder ça. Je vais vous montrer ici. Voilà. Voilà. Avant, on était à 4,1 ici. Le marché s'attend à ce qu'on reste à 4,1, tout simplement. Ça, c'est le taux de chômage en Grande-Bretagne. Mais, comment est-ce qu'on obtient les 4,1? C'est là maintenant que les choses commencent à être intéressantes quand on utilise ce genre de choses. Déjà, il faut avoir accès à ça. En fait, les données économiques sont déterminées de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va se faire un sondage, au fait, auprès de quelques acteurs économiques. Par exemple, pour les chiffres, le taux de chômage en Grande-Bretagne, on a fait un sondage autour de
On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 acteurs qui ont donné leur projection pour le taux de chômage. C'est pour ça qu'on ne peut jamais prédire, au fait, à l'avance, les chiffres qui vont sortir, tout simplement. Parce que, en fait, ces acteurs-là, ils ont des modèles économiques et on demande leur avis et chacun donne son avis, au fait. Et ensuite, on va prendre la médiane de tout ça et on dit qu'on attend ça à 4,1. Vous voyez que la majorité, c'est 4,1 ici qu'ils ont donné. Vous voyez? Et donc, quand on regarde ceux qui ont donné les 4-1, ceux qui ont prédit à 4-1 et 4-2, quand on prend la médiane, on dit qu'on s'attend à ce que ces chiffres-là sortent à 4-1. Et donc, c'est ce que vous allez avoir dans votre calendrier économique ici. On dit qu'on s'attend à 4-1. Et donc, dans le processus d'étude des annonces, des chiffres économiques, des annonces économiques pour se positionner, bah ça, c'est indispensable, en fait. Et donc, par exemple, ici, vous voyez Société Générale, leur avis, c'est que ces chiffres-là ont sorti à 4,1, KPMG à 4,1 et tout, vous voyez. Natixis à 4,2. Et donc, on prend tout ça, on regarde un peu. La majorité ici, c'est 4,1. Il y a quelques ans, c'est 4-2. Puisque moi, je privilégie le scénario d'Ovich, en fait, on fait les deux, on fait d'Ovich et Aokish, vous voyez. Mais on va faire le cas d'Ovich ici pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Moi, je privilégie les chiffres au-dessus de 4,2. C'est-à-dire que je m'attends au minimum à ce qu'on saute à 4,3. En fait, quand ça sort à 4,3, ça va surprendre tous ces acteurs-là. Et quand ça le surprend, ça, eux, ce sont les plus grands acteurs du marché. Quand ça le surprend, c'est là qu'on aura les plus grandes déviations, en fait, vous voyez? Et donc, la manière dont c'est fait ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est mieux de privilégier des chiffres plutôt à 4,3. Je vous rappelle que le taux de chômage, c'est quand il sort plutôt à la hausse que c'est mauvais. C'est quand le taux de chômage monte, que c'est mauvais pour la devise, vous voyez? Et donc, pour un scénario de Dovich, je privilégie plutôt ici que ces chiffres-là sortent à 4,3 au minimum, vous voyez? Pour un scénario Aokish, puisqu'il y a un grand nombre de participants qui s'attendent à 4,1, je vais plutôt privilégier un chiffre à au minimum 4 pour surprendre tous ceux-là. Si par exemple, il y avait un seul acteur qui s'attendait à 4,1 ici, ou même un seul acteur qui s'attendait à 4,3 ici, bah, j'allais dire que j'attendais ça à 4 au minimum aussi. Quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul acteur qui s'attend à 4,3. Et donc, quand c'est comme ça va surprendre tout le reste. Et donc, quand ça surprend tout le reste, c'est dans ce genre de cas qu'on a les plus grandes déviations. Vous voyez? Donc, par exemple, ici, pour le taux de chômage, j'attends minimum 4,3. Mais le scénario le plus parfait sera si on sort à 4,5. Pourquoi? Ici, c'est le compte rendu de la précédente réunion de taux d'intérêt en Grande-Bretagne. Vous voyez que la Banque centrale, dans leurs prévisions, taux de chômage en fin Q3 2024, ils ont prévu 4,4 de taux de chômage. Vous voyez? Et donc, si on sort à 4,5, ça c'est le scénario parfait. Si on sort à 4,5, vous voyez que c'est même au-dessus de ce que la Banque centrale a prévu. Vous voyez? Donc, dans ce cas, le marché aime bien ça. Le marché aime. Souvent, vous allez voir, entendre que non, ces chiffres ont sorti à 4, 5, c'est le plus haut depuis 5 ans, ce genre de trucs-là. Vous voyez? Donc, le marché, au fait, il adore ça. Si on sort à 4,5, c'est au-dessus de ce que la Banque centrale a prévu pour le Q3, fin Q3. Et c'est ultra au-dessus de ce que les participants ont prévu ici. C'est pour ça que je dis minimum 4,3. Et donc, les 4,5 c'est encore plus au-dessus des 4,3. Et quand on regarde ici en termes de série du taux de chômage, on voit que le 4,5 ici, si on l'atteint, c'est un chiffre qui n'a pas été atteint depuis août-septembre 2021. Vous voyez? Et donc, c'est quelque chose qui va surprendre, au fait, grandement. Vous allez voir dans les journaux, non, dans les articles, que non, le 4, c'est un chiffre qui n'a pas été atteint depuis tant, tant, tant. Et donc, c'est ce genre de chiffre-là qu'on regarde. On fait ce genre d'études-là pour essayer de déterminer ces chiffres-là qui vont nous donner les plus grandes déviations sur le marché. Et donc, ça, c'est l'exemple du taux de chômage. Les chiffres que je peux attendre à la hausse, me positionner à la baisse sur la livre. J'attends ça au minimum à 4,3, mais dès que tu vois 4,5, c'est le scénario parfait. Et donc, on fait ça pour le scénario Dovich, c'est le scénario Dovich que je privilégie. Et ensuite, on fait ça pour le scénario Aokish. Et on fait de même pour les chiffres d'emploi eux-mêmes et ensuite pour les salaires. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple que j'ai fait pour le taux de chômage. Et donc, ce genre d'études-là seront faits assez couramment dans la communauté privée lorsque la formation va sortir. Elle sortira très bientôt. Et donc, c'est mon avis pour la livre sur les chiffres d'emploi qu'on aura demain. Je privilégie ça à la baisse. Alors, on continue avec le 15, mais j'ai oublié de dire quelque chose ici. Ici, qu'on finit de faire l'étude d'Ovish et Aokish, des deux scénarios. Ensuite, on détermine les paires qui vont potentiellement avoir plus de réactions. Et là encore, on regarde d'autres choses un peu plus complexes dont on ne va pas parler ici. Ensuite, le 15, on aura les chiffres d'inflation au Canada. Alors, ce sera très intéressant de voir la réaction du dollar canadien avec ces chiffres-là. Pourquoi? Vous savez, ma vue sur le dollar canadien, j'étais plutôt baissier sur le dollar canadien depuis la semaine passée. Donc, j'avais tracé ce support-là. Fondamentalement, j'étais baissier. Et donc, je disais que si on cassait ça, bah, il y avait de la marge pour baisser ici. Fondamentalement, c'était correct. Et techniquement aussi, c'était correct. Et donc, ma vue était baissière sur le dollar canadien. Et donc là,
On a eu des très bon, personnellement, j'ai eu des très beaux trades avec ça. Mais vous voyez que là, on arrive quand même au plus bas ici. En termes positionnels, quand on regarde les données sur le dollar canadien, on voit qu'il fait partie des devises les plus vendues ici. Et même quand on regarde ici, en termes positionnels, on voit que c'est vrai qu'on n'est plus en territoire survendu ici, mais on n'y est pas loin, vous voyez? Donc là, c'est quand on voit ce genre de cas-là que ça on peut maintenant être réticent, vous voyez, à vendre du dollar canadien. C'est vrai que fondamentalement, je suis baissier, mais maintenant je veux plus hésiter à vendre du dollar canadien parce que on arrive quand même dans des zones assez dangereuses. Ça ne veut pas dire qu'on va pas casser cette zone-là, mais faut prendre ça en compte dans son analyse, tout simplement. Et donc, puisque je suis baissier sur le dollar canadien, je vais plus favoriser des chiffres à la baisse sur ces chiffres d'inflation là au Canada, tout simplement. Mais est-ce que je vais me positionner encore? Je suis pas sûr. Je vais plutôt laisser mes positions actuelles sur le dollar canadien continuer, quoi. Je vais pas re-rentrer avec d'autres positions. Parce qu'ici, il y a plus de chances qu'on se retourne à la hausse. Si ces chiffres-là sortent plutôt positifs, le ratio en termes de baisse et de montée, c'est plus à la montée, vous voyez. Et donc, à l'approche de cette annonce, je vais plutôt mettre tous les SL en profit et ensuite laisser couler les positions sur le dollar canadien, tout simplement. Si on a de grandes hausses, bah, je vais sortir en profit. Si on a de grandes baisses, bah, la baisse va continuer et c'est tant mieux. Et donc, on va quand même regarder ce à quoi on peut s'attendre. Si on regarde, la semaine passée, on a eu des chiffres d'emploi au Canada qui sont sortis plutôt assez solides. Ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de chiffres-là au Canada. Vous voyez ici l'emploi. On attendait ça à 27 000, on est sorti à 46 000, presque le double. Ici, le taux de chômage, on a baissé. Voilà, on attendait 6,7. On s'attendait à ce que ça monte même. On était à 6,6 avant, on s'attendait à ce que ça monte, mais on a même baissé à 6,5. Et la plus grosse surprise, c'était au niveau des full-time employment. Le full-time employment, ce sont les emplois à temps plein. On a vu que voilà, c'est sorti plutôt très solide. Ça donne encore plus de force à l'histoire que racontent ces chiffres d'emploi-là. Parce que si tu as plus de full-time qui sont créés par rapport au part-time, bah, c'est encore mieux, quoi. Et donc, on a vu que malgré ces chiffres-là, le dollar canadien, il a juste réagi un peu à la hausse, mais il a continué sa baisse, quoi, tout simplement. C'est dans ce sens-là que vous voyez que l'analyse fondamentale, c'est très important parce que ça te donne en fait la direction de la devise. Et toi, tu n'as qu'à te positionner dans ce sens-là. Et donc, malgré qu'on a eu des chiffres solides, bah, le dollar canadien lui continue à chuter. Et donc, je vais vous montrer ici comment est-ce que le marché est positionné. Malgré ces chiffres solides-là, le marché est positionné plus de 25 points de base de baisse lors de la prochaine réunion du 23, le 23 octobre de ce mois-ci. Donc, vous voyez que ces chiffres n'ont rien changé au fait. On a 100% sûr qu'on aura 25 points de base. Et là, on price plus de 25 points de base. Là, on est peut-être à... En fait, quand on voit que c'est plus de 25 points de base, ça veut dire qu'il y a deux camps. Il y a des gens qui pensent que c'est 25, il y a des gens qui pensent que c'est 50. Les 25, c'est déjà acté, mais on s'approche de plus en plus des 50. Et donc, vous voyez que là, bah, si ces chiffres d'inflation là sortent plutôt dans le rouge, bah, il y a de la marge pour pricer ici 50 points de base de baisse. Vous voyez? Et donc, le marché va pricer ça. Le dollar canadien, il peut encore chuter, mais où il est actuellement, je vais pas prendre de nouvelles positions, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et donc, par contre, si ça sort à la hausse, comme les chiffres d'emploi qu'on a eu la semaine passée, je pense pas que le marché va réagir à ça parce que on est tellement dovish au niveau du Canada que je pense pas que ça sera une montée sur le long terme. On peut avoir une très grosse réaction à la hausse si ces chiffres sortent plutôt à la hausse, si ces chiffres d'inflation sortent plutôt solidement à la hausse, mais je pense pas que le marché puisse price out les 25 points de base. On va peut-être descendre à 25. Le dollar canadien va avoir peut-être un peu de répit, mais je pense pas qu'on baisse à moins de 25 ici. Voilà, et donc ça, ce sont les chiffres d'inflation au Canada. Ensuite, après, on aura la même journée, le 15, on aura Dali et Kugler qui vont s'exprimer. C'est important de voir ça. Ensuite, après, un peu plus tard, on aura les chiffres d'inflation en Nouvelle-Zélande. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en Nouvelle-Zélande, je vous rappelle que les chiffres, ça sort chaque trimestre. Et donc, c'est toujours important de ne pas zapper ça, de prendre ça en compte dans ses analyses. Et donc, qu'est-ce que j'attends pour les chiffres d'inflation en Nouvelle-Zélande? Je vous rappelle que la semaine passée, la Banque centrale est sortie, elle a baissé les taux d'intérêt à 50 points de base et elle est sortie plutôt dovish. Mon scénario, c'était qu'elle baisse les taux, effectivement, à 50 points de base et que le compte rendu soit plutôt beaucoup d'Ovich, mais c'est pas exactement ce qu'on a eu. On a eu les 50 points de base et ensuite le compte rendu était légèrement dovish. Ça, c'est le site de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Par exemple, une phrase plutôt dovish qu'ils ont sorti, c'est quoi? C'est que les membres ont convenu qu'un taux de change de 4,75 était toujours restrictif. Ils ont baissé à 50 points de base. On s'est retrouvé à 4,75, mais ils trouvent que c'est toujours restrictif. Et donc ça veut dire que ça appelle potentiellement d'autres baisses de taux. Et donc, globalement,
c'est plutôt dovish, légèrement dovish, mais quand vous lisez tout le rapport en entier, il y a quand même, c'est pas aussi dovish que ce à quoi je m'attendais et donc j'avais juste profité d'une petite volatilité sur le court instant, voilà, sur l'AUD NZD en 30 minutes. Et donc, on en est là avec le dollar néo-zélandais. En termes de, sur le marché, qu'est-ce que le marché a déjà pricé au niveau de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande? Le marché est sur le point de pricer quasi 50 points de base ici. Et donc, lors de la dernière réunion de taux d'intérêt, moi, j'attends plus de chiffres. Je ne me positionne pas à long terme sur le dollar néo-zélandais. Je disais que j'attendais plus de chiffres de la Nouvelle-Zélande pour essayer d'avoir une vue un peu plus claire pour prendre des positions à long terme. Et donc, le marché, lui, ici, il est dovish. Il n'y a pas trop de marge ici pour pricer les 50 points de base. On aura une réaction, ça c'est sûr. On aura une réaction sur le dollar néo-zélandais à la baisse. Mais pour moi, la baisse ne sera pas aussi prononcée que si ces chiffres de l'inflation sortent à la hausse. Pourquoi? Parce que on regarde toujours comment est-ce que le marché est positionné. Si ces chiffres de l'inflation sortent plutôt à la hausse, par exemple, bah, le marché va commencer à price out les 50 ici, les 45. Et donc, il y a de la marge encore pour baisser. On peut passer, par exemple, de 45 à 30. Et donc là, on peut avoir une grande hausse sur le dollar néo-zélandais dans ce cas-là. Mais quel scénario je privilégie? Je suis plutôt ambigu et je vais regarder attentivement ce qui va se passer, ces chiffres-là, pour ensuite analyser après, pour me positionner. Je vais sortir une vidéo soit le mercredi ou le jeudi pour parler de ça, pour parler du dollar néo-zélandais, des chiffres qu'on a et comment est-ce qu'on peut se positionner ensuite. Mais sur le court instant, je vais plutôt, suite aux chiffres, quand je vais faire l'étude, suite aux chiffres que je vais sortir, je vais plutôt me positionner dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut avoir de la volatilité dans les deux sens. Et en tant que trader d'événements risqués, nous, c'est de la volatilité qu'on cherche. Et donc, si ces chiffres qui sortent là sont en accord avec les chiffres que j'ai déterminés, bah, on va se positionner sur le court terme, quoi, tout simplement, comme le trade que je vous ai montré tout à l'heure sur le dollar néo-zélandais ici. En termes d'inflation, qu'est-ce que la Banque centrale a sorti la dernière fois? La Banque centrale a dit que le comité estime que l'inflation globale des prix à la consommation se situera dans sa fourchette cible de 1 à 3. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, le target, c'est entre 1 à 3. Et donc, avant, on était à 3,3. Ils estiment que les prochains chiffres, ceux qu'on aura le 15, ils vont sortir entre 1 et 3. Et donc, vous voyez que si on sort au-delà de 3%, imaginons qu'on sorte à 3,1 ici, ne serait-ce que 3,1 ou 3% même, sont dehors de la bande que la banque centrale estime. C'est-à-dire qu'on sera en dehors de cette bande-là. Et donc, la réaction sera encore plus violente. Vous voyez? Vu encore comment est-ce que le marché est positionné sur le dollar néo-zélandais. Et donc, je pense que le scénario le plus intéressant, avec une grande volatilité, sera la hausse sur le dollar néo-zélandais. Tout simplement. Et donc, on va suivre ça attentivement. Ensuite, après, on aura les chiffres d'inflation en Grande-Bretagne. J'en parlais un peu plus tôt quand je parlais des chiffres d'emploi ici. Je suis baissé sur la livre et donc j'attends juste ces chiffres-là à la baisse pour me positionner. Et en plus, ça peut faire écho avec ce que le gouverneur a dit la dernière fois parce qu'il qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il donnait son interview à The Guardian, il a dit que la BOE pourrait devenir un peu plus activiste sur les baisses de taux s'il y a de nouvelles bonnes nouvelles sur l'inflation. Parce qu'en Grande-Bretagne, actuellement, bon, on veut que l'inflation baisse. C'est plus ça qui est le souci, quoi. Surtout l'inflation des services ici, vous voyez. On s'attend à ce que ça saute à 5,3. Donc, si ça sort à 5,3, on s'attend globalement à ce que ça soit à la baisse. Donc, si ça sort plus bas que ça, bah, c'est mieux, quoi, pour me positionner à la vente sur la livre, tout simplement. Et donc, cela sera encore étudié pour déterminer des chiffres précis, pour se positionner ensuite à la baisse sur la livre. Et donc, si ces chiffres-là sortent plutôt haussiers, je ne me positionne pas du tout sur la livre à la hausse. Et donc ça, c'était les chiffres d'inflation en Grande-Bretagne. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 16, on aura des chiffres d'emploi en Australie. Alors, concernant le dollar australien, actuellement, c'est la devise la plus, avec le plus de position acheteuse. C'est un peu logique parce que 1 à 2 semaines plus tôt, fin septembre, la Chine a annoncé des mesures extraordinaires pour soutenir sa croissance, son économie, son activité. Et donc, quand c'est comme ça soutient aussi le dollar néo-zélandais, le dollar australien. Donc, c'est normal que le dollar australien prenne de la valeur ici, il n'y a pas de problème. Même quand on regarde ici, regardez cette hausse qu'on a connue là, en termes de ration de position. C'est extraordinaire. Là, on est en position suracheté ici. Mais on a vu quand même que les indices chinois ont corrigé. Vous voyez, on a corrigé ici. Mais le dollar australien, c'est pas le cas. Je vais mettre le graphique. Lui, il a continué à la hausse. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi ce que les indices chinois ont fait. Parce qu'il était plutôt drivé par ce qui se passe en Chine. Vous voyez. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une petite surévaluation. Et donc, ces chiffres d'emploi-là, bah, si ces chiffres d'emploi sortent à la baisse, vous voyez qu'on peut baisser largement sur le dollar australien. Parce que là, on peut dire que il y a quand même ce qu'on appelle en anglais misprice, c'est-à-dire qu'il y a une surévaluation. Si ça sort à la baisse, on peut corriger, on peut revenir à la normale
et le dollar australien peut baisser sur les champs. Si on regarde comment est-ce que le marché est positionné sur le dollar australien, c'est-à-dire que le marché ne sait pas où est-ce qu'on aura la première baisse de taux en Australie. C'est probablement la seule banque centrale majeure cette année qui ne baissera pas le taux. Le marché ici, il estime que la première baisse de taux en Australie sera peut-être entre le premier et le deuxième trimestre l'année prochaine. Et donc, au niveau du marché, le marché n'a aucune vue sur ça. En tout cas, le marché est sûr que cette année, il n'y aura pas de baisse de taux. Et donc, on est plutôt bullish sur le dollar australien. Pour moi, la meilleure opportunité sera la baisse de dollar australien ici, parce qu'on voit qu'il y a un misprice ici au niveau du dollar australien, vous voyez. Mais entre-temps, si on voit que les indices chinois commencent à partir à la hausse, ça va soutenir le dollar australien aussi, vous voyez. Donc, c'est mieux de prendre ça à la hausse aussi, vu le contexte fondamental. Et donc, et donc, dans ce cas-là, jusqu'au 17, il y a encore le temps. Et donc, dans ce cas-là, je vais plutôt privilégier ces chiffres-là à la hausse, me positionner à la hausse sur le dollar australien, parce que ça fait plus de sens. Ensuite, le 17, on aura aussi les taux d'intérêt, on aura décidé le taux d'intérêt aussi en Europe. Alors, on va voir déjà comment est-ce que le marché est positionné pour ça. ECB, le marché est déjà positionné à 100% pour que la banque centrale baisse les taux. Donc, quand c'est comme ça, il y a pas de surprise, quoi. Il y a pas de mouvement, tout simplement. C'est-à-dire que ça sera une annonce économique banale. Je vous rappelle que 2, 3 semaines avant, la gouverneure de la banque centrale est sortie pour dire que elle a plutôt pris un ton dovish. Pourquoi pas? Parce que les chiffres de croissance en Europe, ça se passait mal. En termes d'inflation, on voyait que ça baissait. Et on a vu que même pour la première fois, les chiffres d'inflation en variation annuelle, il est plutôt sorti en dessous même de l'objectif de la banque centrale. Et donc, quand c'est comme ça appelle encore plus les baisses de taux pour soutenir la croissance. Et donc, lorsqu'elle est sortie plutôt dovish, c'était plutôt un tournant parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être aussi claire que ça. Donc, le lendemain, moi, je suis rentré sur l'euro USD. Et donc, j'ai eu un très beau trade avec ça. Et donc, le marché est largement positionné pour cette baisse de taux-là. Pour moi, à l'annonce, ça ne sera pas important. On va plutôt se focaliser sur ce qu'elle a à dire pour décembre, parce que la prochaine baisse de taux, c'est en décembre. Donc, on va voir est-ce que encore plutôt dovish. En fait, c'est ce qui va nous intéresser, au fait. C'est-à-dire que on va voir comment est-ce que son ton sera. Est-ce qu'il y aura, ce sera très, très, très dovish, neutre, hawkish, vous voyez. Donc, c'est ça que je vais plutôt regarder. À l'annonce du taux, pour moi, il y aura rien. Il y aura pas de mouvement. Voilà. Et donc, le discours sera très, très, très scruté. On va en parler dans la vidéo de jeudi. Et ensuite, la même journée, le 17, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors, la semaine passée, on a vu qu'il y a eu une grande hausse au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage. On a expliqué ça un peu dans les précédentes vidéos. Ça peut s'expliquer par les catastrophes naturelles qu'on a connues aux États-Unis avec l'ouragan Hélène. Vous voyez, donc quand c'est comme c'est sûr que ça met les gens en incapacité de travailler. Donc, c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'inscriptions hebdomadaires au chômage. En fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont les demandes d'indemnité chômage, tout simplement. Et donc, c'est sûr que ça allait augmenter. Puisque je suis aussi sur le dollar, et je vous rappelle que présentement, le dollar, il est assez monté quand même. Donc, faut faire maintenant attention qu'on se positionne à la hausse sur le dollar. Ça veut pas dire que il y a encore de la marge pour monter. Ça veut pas dire qu'on va commencer à baisser largement, mais c'est possible qu'on corrige un peu, tout simplement. S'ils sortent assez dans le rouge, par exemple, encore cette semaine, bon, on peut corriger un peu sur le dollar, vous voyez, parce qu'on est assez monté. Mais moi, je suis aussi sur le dollar. Et donc, si on corrige un peu, moi, c'est plutôt une opportunité d'acheter encore du dollar. Vous voyez, on va baisser. Et donc, pour moi, ça va faire un bas ici pour acheter encore du dollar à la hausse. Vous voyez. Et donc, si ces chiffres d'emploi sortent plutôt dans le rouge, assez dans le rouge, c'est probable. Parce qu'on peut s'attendre à ce que ces chiffres d'inscription de au chômage continuent à monter suite aux catastrophes qui se passent aux États-Unis. Vous voyez. Et donc, on peut descendre si ça sort très, très, très dans le rouge encore, comme la semaine passée. Et donc, la baisse qu'on va connaître là, moi, ça sera plutôt un point d'entrée pour acheter encore du dollar. Vous voyez, parce que je suis aussi sur le dollar, tout simplement. Et donc, après, dans le reste de la semaine, c'est plutôt les discours qui sont intéressants à voir. Et aussi, on aura les chiffres d'inflation ici au Japon qui sont aussi intéressants à voir. Mais on va en parler dans la vidéo du jeudi. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire et on se dit à très bientôt.